Le 17 mai 1997, les troupes de l'AFDL, aidées par des soldats rwandais et ougandais, entraient triomphalement à Kinshasa et mettaient fin au régime dictatorial du président Mobutu. D'où la présence de troupes étrangères sur le territoire national suscita de nombreuses réactions. Moi, je crois que, en ce qui concerne mon parti, nous avons une position très claire là-dessus. D'abord, on ne peut pas parler des Tutsis dans la globalité. Prenons des Tutsis congolais. Les Tutsis qui sont congolais, s'ils se retrouvent vraiment congolais, ils devraient se sentir congolais comme tous les autres congolais. Mais j'ajoute ceci. Donc, on ne peut pas oublier qu'il y a des grandes ethnies. Et si ils s'accaparent de l'appareil de l'État, forcément, ils vont s'attirer l'animosité des ethnies majoritaires, et ça sera à leur détriment. Maintenant, nous avons une guerre de libération. Cette guerre de libération nous a amené des troupes étrangères chez nous, dont majoritairement des Tutsis. Bon, écoutez, nous avons que faire dans notre pays d'une armée d'occupation, qu'elle soit Tutsi, qu'elle soit je ne sais quoi, française ou quoi, on n'en a que faire. Alors nous demandons simplement c'est que ces gens-là rentrent chez eux. S'ils nous ont aidés réellement de nous défaire de Mobutu, bon, très bien. Bon, s'il y a des factures à payer, s'il y a des arrangements, bon, qu'on se mette autour d'une table et qu'on règle d'une manière saine ce problème. On ne peut pas aujourd'hui vouloir écraser toutes ces composantes de la nation congolaise, et ces grandes composantes, par des ethnies minoritaires, et ça serait regrettable. D'accord. Mais moi j'ai une préoccupation, c'est plus la présence étrangère au niveau du pays. Donc je me dis, M. Kabila peut commencer à développer le pays, c'est une très bonne chose, c'est tout ce que nous demandons. Mais qu'est-ce qu'il va faire de tous ces étrangers-là qui sont arrivés chez nous? Il y a des Rwandais, on va me dire, ce sont les gens du Kivu. Mais moi j'ai dit, mais non, au Kivu, il y a des gens qui ont des têtes standards, qui n'ont pas les têtes des Tutsis. Donc si vous voulez nommer des gens qui sont originaires du Kivu à des postes, mais prenez des gens du Kivu qui ont des têtes tout à fait standards, mettez-le là. Au lieu de nous mettre des gens qui prêtent à confusion. Mais non, moi je ne dis pas qu'ils sont Rwandais. Il y en a qui vont dire, ils ont la tête des Rwandais. Les autres vont dire, ce sont des Banyamulenge. Mais écoutez, M. Kabila, parce que ce sont des gens qui prêtent à confusion, et que vous aimez beaucoup le Kivu, il y a des gens, il y a des têtes normales. Prenez des têtes normales, mettez-là, et vous tranquillisez tout le monde. Vous mettez tout le monde en confiance, et développez ce pays-là. Voilà. Après ces prises de position parfois extrêmes, nous avons cherché à en savoir plus. Qui sont les Banyamulenge et que veulent-ils? Au niveau de la nationalité, je vais vous donner un exemple. J'ai vécu moi-même à Bukavu, dans les années entre 65 jusqu'à même à 77. Je ne connaissais pas les Banyamulenge. Je ne les connaissais pas du tout. Parce que c'est un groupe qui est à l'intérieur du Congo, qui est un groupe à part, et dont même quand nous parlons, on ne parle pas exactement de la même façon. Et à l'intérieur du Congo, vous trouvez les Barundi. Je ne sais pas si vous saviez ça. Une grande communauté de Barundi qui ont même encore, jusqu'au moment où en tout cas j'étais à Bukavu, ils avaient même un roi, au moment où la royauté était abolie au Burundi. Ce sont, je suppose, que tout ce qui se trouve à l'intérieur des frontières congolaises, qu'on a créé, qui ont été créés par les Belges à l'époque, je suppose qu'ils sont des Congolais et ils se réclament Congolais. Et nous ne les réclamons pas comme Rwandais. Ils n'ont pas la nationalité rwandaise, ils n'ont rien à faire avec le Rwanda. Et quelle est la différence que vous faites entre, puisqu'on entend parler ça et là de Tutsis congolais, de Tutsis burundais, de Tutsis rwandais, quelle différence faites-vous particulièrement, vous, en tant que ressortissant du Kivu, entre un Munyamulenge, un Tutsi congolais et un Tutsi rwandais? Ce sont les plumes des mêmes oiseaux, tout d'abord.
Bon, quand vous parlez de Munyamulenge, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des Tutsis. Ouais, point, trait. Il n'y a pas à discuter. Un Tutsi, c'est un Tutsi. Qu'ils soient maintenant du Zaïre, qu'ils soient maintenant du Rwanda, du Burundi, je crois que l'ethnie, c'est le Tutsi. Un Mourega, c'est un Mourega, un Mukusu, c'est un Mukusu. Bon, je ne vois pas pourquoi on doit différencier un Munyamulenge, ceci. Non, ce sont des Tutsis, un point trait. Excusez-moi, ce sont des Tutsis, est-ce qu'ils sont congolais ou ils ne sont pas? Écoutez, en 1960, quand on a donné l'indépendance au Congo, on a dit tous les Tutsis se trouvant à ce moment-là sur le territoire national étaient congolais. Je crois que ça n'a pas changé. Bon, ceux qui sont venus après, il n'est que normal qu'ils auraient dû demander la nationalité comme on le fait partout. Bon, les enfants de ceux qui sont devenus congolais en 60, il n'est que normal qu'ils soient congolais. Mais aujourd'hui, prendre une Kalachnikov et dire je veux être congolais, et puis quand on chasse les Rwandais, soi-disant, ils se rebellent, alors moi, excusez-moi, je ne comprends plus rien. Ou ils sont congolais, ils sont rwandais, mais ils doivent se définir par rapport à nous. Et à ce moment-là, on va trouver une solution avec eux. Mais sans nous, il n'y aura pas de solution. Ça, ils doivent bien se mettre d'accord. Peut-être revenons sur la question de nationalité. À l'initiative de Mafé Maganzeng, je ne me rappelle plus de l'année, lui était à la base, puisqu'il avait des affinités avec M. Bisengimana, était à la base de l'octroi de nationalité générale qu'on leur avait accordé. En 72, je pense, oui. Et quelques années après, la conférence nationale est revenue dessus pour dire qu'il fallait que chacun, de son propre gré, demande la nationalité. Est-ce là l'étincelle ou alors il y avait des velléités derrière tout ça ou c'était quelque chose qui était latent par rapport à l'évolution de la région du Kivu? Bon, c'est un problème qui est probablement latent depuis un certain temps, peut-être que beaucoup de gens ne s'en ont pas rendu compte. Mais je défendrai toujours le terme que on ne peut pas commencer une guerre pour demander une nationalité. Ça se discute au niveau politique. S'ils veulent la nationalité, ils n'ont qu'à créer des associations, des collectifs, tout ce que vous voulez, et on discute avec les gens du Kivu. À ce moment-là, n'importe qui dans le monde peut dire « Ah, il y a le peuple frère à côté, je prends une arme et je vais les défendre. » Alors c'est la pagaille dans le monde. Bon, soyons clairs. S'ils veulent la nationalité, ils vont discuter avec les gens du Kivu. Oui, je voudrais rajouter une chose. En 60, on dit toutes les tribus qui étaient au Congo avant 1885 sont congolaises. En 72, comme il y avait Bisengimana comme directeur de cabinet, Mafé Maganzeng qui était peut-être son grand pote, on dit tous les Rwandais et Burundais qui se trouvent sur le territoire congolais sont congolais. Bon, bientôt c'était devenu zaïrois. En fait, on voulait mettre dans le même sac ceux qui étaient congolais parce qu'ils étaient là avant 1885 et on voulait rajouter tous les réfugiés qui étaient venus suite aux incidents qui avaient eu lieu au Burundi ou au Rwanda en 59, 62 et même après en 73. Bon, le malaise c'était quoi? D'abord, c'est un truc pour faire plaisir à M. Bisengimana. Deuxièmement, c'était un truc du HCR, de l'ONU, pour ne jamais respecter ses engagements. Quand l'ONU accueille des réfugiés, il a toujours l'engagement de les rapatrier, si la situation se calme dans leur pays. Mais en Afrique, l'ONU, le HCR ne respecte jamais leurs engagements. Ils disent toujours, donner la nationalité à tout le monde, comme ça, ça va résoudre le problème. Mais ça n'a rien résolu. Pourquoi? Aux élections législatives en 1977, on a vu des Rwandais, Tutsis, qui venaient par camion. Et on connaît la situation de notre pays. Ils arrivaient dans une zone, on donnait un peu de matabiche au commissaire de zone, et ils avaient une carte d'identité. Alors, les autres Zaïrois qui n'avaient pas cette possibilité-là de faire venir leurs frères par camion, c'est ça, ils ont dit au président, vous vous êtes trompé en 72. C'est pourquoi en 81, le président est revenu en arrière. Bon, évidemment, il y avait le conseil législatif. Il a dit, vous êtes présumé avoir la nationalité zaïroise, mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité. Et là, les Banyamulenge qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais,
ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici. Elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives. Aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Parce que là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Donc, il faut vite vous dire ce que l'UDPS veut faire ça. Avec ça, il n'y aura jamais de solution. Qu'est-ce que l'UDPS demande? Premièrement, un gouvernement représentatif du peuple, donc un gouvernement crédible et responsable. Ça, c'est un. Deux, que ce problème soit résolu selon la loi et le droit, notamment d'après les résolutions de la Conférence nationale souveraine. Un exemple que je vous donne, c'est que s'il y a un gouvernement responsable et crédible, on va envoyer des émissaires. On va envoyer des émissaires à l'Est. Ces émissaires vont mettre les différents belligérants, les différents représentants de toutes ces ethnies, toutes ces tribus, ensemble autour d'une même table. Puisque ça sera un gouvernement crédible et responsable, les gens qui sont aussi fatigués par la guerre, ils vont vouloir parler. On va faire des inspections dans les villages. Bizima, vous êtes de quel village? Bouguera, vous êtes de quel village? Allons, vous allez nous montrer la case de votre grand-père. Hein? Puisque vous savez que maintenant, on fait surgir, naître les Tutsis partout, les Banyamulenge partout, à Walikale, à Masisi, etc. Mais Kabila couvre ça. Mais s'il y a un gouvernement responsable, mon frère, nous ne sommes pas incapables de résoudre ce problème. On va discuter avec les responsables de la région, village par village, on va traiter avec les gouvernements des pays amis. En dialogue, concertation, négociation, pour que le problème soit résolu au niveau de toute la région. Mais pas avec Kabila, Kagame, Museveni. Qu'est-ce qu'ils font? Au contraire, ils veulent embrouiller cette situation, puisque les Ougandais et les Rwandais veulent profiter des richesses de notre pays. On nous a dit que Bizima et Bouguera sont de Kivu. Mais pourquoi est-ce que les biens qu'ils ont arrachés, ils les ont envoyés à Kigali, à Kampala, et pas à Walikale ou à Masisi? Walikale et Masisi sont toujours pauvres. Hein? Si vous me comprenez? Je vous comprends très bien. Si je vous suis bien, à votre avis, je me rappelle encore, lors des déplacements de population, il y a eu des Rwandais, des Burundais qui ont été déplacés jusqu'au Congo, où ils ont travaillé dans les mines. Oui. Et ils ont par après eu des enfants sur le sol congolais. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites de ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont congolais? Est-ce qu'ils ne sont pas? Autrement dit, qui doit être congolais, qui ne doit pas être congolais? Mon frère, c'est la loi et le droit. On va regarder. Qu'est-ce que la loi a déjà dit jusqu'à présent dans notre pays? Jusqu'à la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Qui est congolais, qui ne l'est pas? Et ceux qui sont venus au Congo, qui ont déjà fait plusieurs années, ou qui se sont même naturalisés, ou qui ont mis au monde les enfants là-bas, c'est un problème qui peut être résolu par la négociation, par la loi,
par le droit, mais pas par la violence. Vous me comprenez? Et non seulement avec les pays, et donc les habitants de Kivu, etc., mais même avec les pays voisins. Hein? Comme du côté de l'Angola et du Congo. Nous avons par exemple des tribus Bakongo, de part et d'autre. S'il y a des problèmes qui surgissent là-bas, ce n'est que par la négociation, hein? Par le dialogue, par l'aspect humain des choses, mais pas par la violence. Moi, en tout cas, je suis révolté quand j'apprends que, puisque ça peut m'arriver aussi, moi je suis du Kasaï, ça peut m'arriver aussi, que les étrangers viennent du Rwanda et de l'Ouganda pour venir tuer, déplacer, même nommer les chefs coutumiers dans des villages des Congolais. Moi, je me retrouve dans chaque lopin de terre, hein, sur notre territoire. Je suis un nationaliste. Je me reconnais dans chaque compatriote. Nos compatriotes de Kivu, qui sont des Congolais, on doit reconnaître leurs droits. S'il y a des Tutsis qui sont des Congolais, on doit reconnaître leurs droits. Mais qu'on ne garde pas une confusion suicidaire. Hein? Monsieur Mobutu est parti. On a dit que c'est Monsieur Mobutu qui était à la base du désordre. C'est vrai. Mais 7 mois. Pourquoi est-ce qu'il y a encore du désordre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de paix? C'est puisque on veut entretenir la confusion. Il n'y a pas un état de droit chez nous. Au Rwanda non plus, il n'y a pas un état de droit. En Ouganda, il n'y a pas un état de droit. Au Burundi, il n'y a pas un état de droit. Et l'UDPS dit qu'il faut un état de droit chez nous et exhorte les populations de tous les pays voisins de lutter pour qu'il y ait un état de droit dans tous ces pays-là. « 15 mois après la prise de pouvoir par la FDL, le gouvernement congolais a décidé de mettre fin à la présence militaire des forces rwandaises et ougandaises sur le territoire national. Cette décision a marqué le déclenchement de la guerre dans le Kivu. L'histoire se répète-t-elle? S'agit-il d'une guerre civile ou d'une agression de l'étranger? Il est clair que l'agression dont est victime la République démocratique du Congo est l'œuvre de la coalition rwando-ougandaise. Ce que l'on tente de faire accréditer comme étant une insurrection Banyamulenge n'est plus ou moins qu'un grossier habillage pour masquer l'entreprise déstabilisatrice de M. Museveni et Kagame, dont les visées expansionnistes sur notre territoire ne sont plus à démontrer. Nous affirmons que les Banyamulenge, tribu congolaise très minoritaire, dont les effectifs ne peuvent atteindre 50 000 hommes, n'ont ni les ressources humaines, ni encore moins les moyens financiers requis pour lever une armée susceptible d'embraser tous les territoires congolais. La responsabilité internationale du Rwanda et de l'Ouganda dans ces conflits se trouve pleinement engagée en ce qu'ils agissent en violation des dispositions pertinentes des chartes des organisations des Nations Unies et de l'unité africaine, qui reconnaissent respectivement dans leurs articles 24 et 3 l'intangibilité des frontières et l'indépendance politique de tout État. Accuse le Rwanda d'agression. Quelle est la réaction du représentant du Rwanda que vous êtes à Bruxelles par rapport à cette affirmation? Je vous remercie d'être venu pour que je puisse donner des explications. Premièrement, le Rwanda est respectueux des réglementations internationales, à savoir ne pas intervenir dans un autre État. Je crois que c'est un principe sacré que le Rwanda respecte. Deuxièmement, le Rwanda est respectueux de son voisin. Je voudrais même dire son grand voisin, dont nous partageons les frontières, dont nous partageons la population, dont nous partageons les sentiments, dont nous partageons l'histoire. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une animosité du Rwanda vis-à-vis
de son grand voisin, le Congo. Et d'autre part aussi, il y a une chose dont je voudrais souligner. S'il y a un pays qui a une population, une partie de la population qui a des sentiments patriotes vis-à-vis de notre pays, c'est bien le Rwanda. Étant donné que le Congo a accueilli énormément de réfugiés rwandais, y compris moi-même. Et les Rwandais ont étudié au Congo, ils ont occupé des postes importants au Congo, et je crois qu'aucun Rwandais parmi ceux-là ne crache sur le Congo. Nous sommes très reconnaissants, on y a des amis, plus que des amis, on y a des frères. Donc le Rwanda n'a aucun intérêt à s'attaquer au Congo. En 1996, l'armée rwandaise était là. On parlait des problèmes aux frontières et le problème de réfugiés. Une année et demie plus tard, 1998, le même problème revient. La sécurité aux frontières et surtout le problème des réfugiés. Les mêmes ingrédients une année un peu plus tard. Au début de l'insurrection en 1996, le Rwanda ne voulait pas admettre qu'il participait à quelle manière que ce soit à cette guerre. Aujourd'hui, le Rwanda nie toujours sa participation. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a une différence entre la guerre de 1996 et celle d'aujourd'hui? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une différence sur le plan position. J'ai l'impression que pour le respect à notre grand voisin, notre ami aussi Kabila, je crois que c'était normal qu'aucun pays, même qui a aidé, puisse dire c'est grâce à nous que Kabila est au pouvoir. Je crois que ça serait vraiment malsain de dire des choses pareilles. Évidemment, la communauté ou les journalistes européens étaient intéressés qu'on déclare que c'est le Rwanda qui a aidé Kabila ou c'est l'Ouganda. Moi, je crois que pour la première fois, ce qu'on peut vraiment apprécier plutôt, c'est pas que le Rwanda est intervenu ou l'Ouganda ou un autre pays. Ce qu'on peut apprécier, c'est que pour la première fois, les pays africains ont aidé un pays frère à se remettre debout. Moi, je crois que c'est ça la chose la chose principale que nous pourrions apprécier. Maintenant, un pays qui vraiment se mettrait debout en disant c'est nous qui avons fait ça, moi je crois que ça serait vraiment, ce n'est même pas à l'africaine, ce n'est pas fraternel. Et aujourd'hui, le Congo n'est pas debout. Aujourd'hui, les buts poursuivis par le Rwanda ne sont pas atteints. Donc aujourd'hui, le Rwanda peut intervenir de nouveau pour que, enfin, ils trouvent une solution à leurs problèmes. J'ai l'impression que ce qui est important ici, ce n'est pas le Rwanda. Ce qui est important ici, c'est le Congo. Je vais vous dire une chose. En 1996, on accusait le Rwanda de vouloir annexer une partie du Congo. Je crois que vous avez vu une carte qui a circulé. Moi, j'ai dû même expliquer cette carte. L'objectif qu'on avait, ce n'était pas d'annexer le Congo. L'objectif aussi qu'on avait quand on montrait cette carte, c'était de montrer, de justifier la présence d'une communauté rwandophone à l'intérieur du Congo, comme on le trouve en Ouganda, comme on le trouve en Tanzanie. Ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute du Congo, c'est les frontières qui ont été tracées de cette manière-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre président réclamait le Berlin II. Berlin II ne visait pas à refaire les frontières, mais Berlin II visait à savoir pourquoi les gens se trouvent de ce côté-ci et non pas de l'autre côté. Donc c'était ça l'explication. Donc le Rwanda n'a pas un intérêt quelconque à vouloir annexer une partie du Congo. Le Rwanda n'a aucun intérêt à déstabiliser le Congo, profitant d'une situation de faiblesse pour le moment. Nous pouvons vous assurer, et vous êtes logique aussi, de comprendre que si le Congo se porte bien, le Rwanda se portera bien. Vous avez dit que pour vous, Berlin II signifiait simplement poser la question de savoir pourquoi ceci s'est trouvé de l'autre côté et cela peut-être par ici. On ne peut ne pas poser cette question sans revenir sur la problématique de frontières telle que définie par Berlin.
est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, le problème qui se pose à l'Est est un problème agraire ou simplement politique? C'est un problème tout simplement politique que Kabila aurait pu résoudre sans créer de vagues. Il y a des gens qui se trouvent au Congo, tous les Congolais qui se trouvent de l'autre côté, à l'intérieur des frontières du Congo, et qui ont été tracés à l'époque. Moi, je crois qu'ils ont tous les mêmes droits. Et je crois que c'est une question tout simplement politique. Ce n'est pas une question agraire. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Je voudrais rajouter une chose. En fait, il faut distinguer les deux phénomènes. Les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et le Rwanda, Burundi et tout ça, d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je ne me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais, nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux, ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc, ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent, soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes, à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors, eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent. Eux, en achetant les terres, ils se disent, je deviens propriétaire et je chasse les villageois, le chef coutumier. Or, pour nous, c'est le chef coutumier qui dit à un villageois, tu peux cultiver sur 10 mètres ou bien tu peux cultiver sur 50 mètres. C'est le chef coutumier qui dit ça. Même s'il y a des lois qui régissent la propriété des terres. Ça, dans nos villages, c'est totalement différent. On s'adresse d'abord au chef coutumier et le reste, on voit après. Alors, les Tutsis, quand ils ont remarqué ce problème, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils sont venus avec des chefs coutumiers qu'ils ont fabriqués. Parce que chez eux, ça n'existe pas. Ils obéissent à leur roi ou je ne sais pas quoi. Mais, alors, ils sont venus dans quelques villages, ils ont pris un type qui était plus ou moins riche, ils disent, non, c'est notre chef coutumier. Alors, ce chef coutumier, il entre en conflit avec le chef coutumier qui existait là depuis longtemps. C'est comme à Moulengue, il y a un autre chef coutumier qui est propriétaire de la terre. Alors, les Tutsis viennent avec un farfelu, ils disent, non, c'est notre chef coutumier. Vous voyez? Donc, le problème agraire est différent du problème de Berlin 1 ou Berlin 2. Et dans tous les cas, nous serons gagnants. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas être gagnants, que ce soit sur Berlin 1, que ce soit sur les réformes des terres, que ce soit sur la nationalité, alors ils se disent, bon, le seul langage pour nous, c'est la guerre. Tout compte fait, qu'est-ce que le collectif propose? Comment solutionner ce grand problème, cet épineux problème? Il y a plusieurs solutions puisque les problèmes sont assez complexes. D'abord, pour que le Kivu commence à jouir de la paix, il faut d'abord que au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, ils apprennent à vivre ensemble. Pour eux, ils considèrent que chaque fois qu'ils se battent, c'est normal de chasser l'autre ethnie et qu'elle aille au Congo. Et pourquoi au Congo? Puisque le Congo est plus riche que le versant Est. Donc, ils vont moins vite au Kenya qu'au Congo. Alors, il faut d'abord que
dans ces trois pays-là, Ouganda, Rwanda et Burundi, qu'ils apprennent à vivre en paix. Apprendre à vivre en paix, c'est quoi? C'est apprendre à se parler. Or, aujourd'hui, les Tutsis ne veulent pas parler aux autres. Génocide ou pas, ça, ce n'est pas le problème du Congolais. Vous voyez? Donc, on va commencer à profiter de la paix quand ils se diront, tiens, on a un problème chez nous, on le résout chez nous. Ça, c'est un premier préalable. Le deuxième préalable, c'est que les Tutsis, quand ils sont au Zaïre, comme n'importe quelle tribu qui vit au Zaïre, il y a des Bazombo qui vivent au Bandundu en Angola, il y a au nord, il y a des Lingwandi qui sont en Centrafrique et au Congo. Mais quand j'appartiens à un État, je respecte cet État. À Muzombo, s'il y a un gendarme congolais, la Grèce, il ne va pas appeler l'Angola pour le défendre. Et ça, les Tutsis doivent l'apprendre. On est au Congo, nous tous, parfois nous subissons les injustices des policiers. On n'a pas à faire appel à un autre pays. Eux, ils se disent que le Tutsi, c'est un peuple unique, peu importe la nationalité. C'est pour ça qu'ils parlent maintenant de nationalité transfrontalière. Donc, ils peuvent aller n'importe où. Mais évidemment, pas de Bantou au Rwanda, mais toujours des Tutsis au Congo. Il faut d'abord qu'ils apprennent que si je suis Tutsi congolais, j'obéis à la loi congolaise. Un point, un trait. Et s'il y a un problème, je vais au tribunal ou bien j'utilise d'autres moyens. Est-ce que vous ne trouvez pas que le problème d'insécurité à l'est du Congo trouve son origine au Rwanda, parce que le Rwanda était capable d'instaurer un dialogue entre Tutsi et Hutu? J'ai l'impression que cette question, vous pourriez la poser d'abord aux Belges qui ont créé les dissensions dans les années 59. Et comme vous le savez, avant ça, on avait créé d'abord des dissensions à l'intérieur du Congo, à l'époque, je crois, au Kasaï. Et j'ai l'impression, si vous faites bien une analyse, vous trouverez que c'était une frustration des Flamands vis-à-vis des Wallons, qu'ils ont essayé de se défouler vis-à-vis des peuples colonisés. Et ensuite, d'ailleurs, après l'indépendance, ils n'ont pas pu trouver où se défouler, ils sont venus régler leurs problèmes ici. Donc, nous avons vécu au Rwanda pendant des siècles et on n'a jamais connu ce genre de dissension. Ça a commencé uniquement avec la décolonisation. Je crois que vous comprenez cette situation. Alors, les massacres qui ont suivi, les génocides, vous savez, aucun pays africain n'a commis un génocide. Même au Congo, quand il y avait des problèmes, vous n'avez jamais massacré un peuple pour ce qu'il est. Donc ça, ce n'est pas... c'est un problème de gouvernement. Mais n'oublie pas que les criminels rwandais ont été accueillis au Congo par le régime Mobutu et ils ont été même, comme je vous l'ai dit au début, assistés pour continuer et pour renforcer leurs crimes. Donc le problème n'est pas chez nous. Si le Congo peut nous aider à résoudre le problème des criminels qui se trouvent chez eux, ce n'est pas seulement le Congo, la Belgique, tout le monde entier, des gens qui ont commis le génocide, qui sont allés contre les droits, qui ont commis des actes contre l'humanité, ces gens-là doivent être punis dans le monde entier. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous canterons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au bon soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons.